d'avoir répondu à notre invitation. Ce deuxième débat que nous organisons au sein de la Fédération du PCF de l'Isère, dans notre belle salle Raymond Gavinetti. Nous avons en effet décidé, au sein de la Fédération du Parti communiste en Isère, d'organiser des débats, un débat par mois, voire deux, certains mois, on en a l'ambition. Et nous avons appelé Alimentons la controverse, espace de débat politique de la Fédé de l'Isère du PCF. Parce qu'en effet, nous avons envie de débattre de sujets qui nous semblent importants, nous avons envie de débattre entre nous, mais nous avons surtout envie de débattre avec d'autres, et nous avons décidé d'ouvrir les portes de notre fédération à des amis, à des partenaires, à celles et ceux qui ont envie en tout cas de venir débattre avec nous. Notre précédent débat, au mois de janvier, portait sur la situation des Kurdes en Turquie. Ce soir, nous allons débattre de l'état d'urgence. Le mois prochain, nous aurons un débat sur l'énergie. Au mois d'avril, nous aurons deux débats. Nous avons l'ambition de faire un débat sur l'agro-croissant. C'est une ambition que nous mettions en œuvre il y a quelques années en arrière, mais depuis bien longtemps, nous n'avons pas eu de débat politique sur l'agro-croissant. Cette année, nous allons essayer de débattre de l'agriculture, évidemment, à l'agro-croissant, et nous aurons également un débat sur l'Europe. Au mois de mai, nous aurons un débat sur la laïcité, un autre débat sur la résistance, avec un partenariat, si je puis dire, avec l'ANAC. Nous avons envie de clôturer la semaine de la résistance par un débat sur ce thème, avec nos jeunes JC qui nous en ont fait la demande. Au mois de juin, c'est la traditionnelle fête j'ai oublié le mois de mai, non, j'ai pas laïcité et résistance, c'est bon, et après le mois de juin, c'est notre traditionnelle fête du travailleur alpin, donc nous aurons sur cette fête évidemment plusieurs débats, dans le vendredi soir, dans le cadre de notre soirée solidarité, un débat sur la politique migratoire. Voilà, c'est un cycle de débats que nous avons envie d'organiser et nous espérons avoir de plus en plus de monde qui répondent présent à nos invitations. Pour ce soir, pour le débat qui nous réunit sur l'état d'urgence, je vais absolument pas faire d'intervention. Je crois que nos 4 intervenants sont suffisamment calés en la matière. Je vais simplement vous les présenter et je tiens évidemment à les remercier d'avoir accepté notre invitation. Je commencerai par Nicole Borvo, notre ancienne présidente au groupe au Sénat et également vice-présidente du Sénat de la Commission des lois. Serge Portelli également, qui a accepté notre invitation, qui est magistrat. Pierre Gaillard, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, qui est représentant citoyen, m'a-t-il dit, mais malgré tout représentant de la Ligue des droits de l'homme de la section grenobloise, et Armand Samba-Sambelli, qui est avocat, et également président de l'Institut des droits de l'homme de Grenoble, je ne me trompe pas. Donc voilà, je vais leur laisser la parole. Je vais tout d'abord donner la parole à Serge Portelli pour une présentation très magistrale. Ensuite, ce sera Armand Samba-Sambelli, avocat, qui pourra continuer. Nicole Borvo nous donnera un aspect un peu plus peut-être politique, parce que sous un aspect très technique de cet état d'urgence, il y a, vous vous en doutez bien, un aspect tout à fait politique, et je pense que Nicole aura cette capacité de nous le faire bien toucher du doigt. Ensuite, Pierre Gaillard, en tant que citoyen, nous dira les implications que peuvent connaître les citoyens face à cet état d'urgence. Je ne serai pas plus longue, en vous remerciant encore d'avoir accepté cette invitation et je cède la parole à Serge Portelli. Bonsoir plutôt. Puisqu'on en est aux agendas, au mois de mai, vous avez l'air d'oublier, le 21 mai oublie hier, c'est pas loin. Vous avez notamment un débat, enfin, hier c'est des anciens et des nouveaux résistants. On peut penser ce qu'on veut. J'ai déjà été invité plusieurs fois, donc le 21 mai prochain, il y aura un débat sur l'état d'urgence. Voilà. Donc si ça vous intéresse, moi je serai aussi, on pourra continuer à se questionner sur cet état d'urgence avec quelques mots de plus. Débat absolument nécessaire et surprenant, car pourquoi un état d'urgence? Si dans les premiers jours, sous le coup de l'émotion,
évidemment admettre la nécessité d'une réponse ponctuelle. Aujourd'hui, et même dans les jours qui ont suivi, la plupart des démocrates se demandent pourquoi nous sommes encore sous l'état d'urgence. Le premier jour, oui. Moi, je me souviens, le soir même des attentats, France Inter m'appelle vers minuit, moins quart, en me demandant qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence. Donc, je me souviens, à l'époque, avoir le soir même, à minuit, après avoir regardé quand même un petit peu mes archives, expliquer en 5 minutes ce que c'était que l'état d'urgence. Mais on pensait tous que cette mesure, qui est une atteinte extraordinaire aux droits des gens, allait disparaître. Pour les plus anciens, l'état d'urgence, on sait à peu près ce que c'est. C'est une loi qui date de avril 1955. Avril 1955, moi je me souviens parce que je suis né en Algérie. Je suis né à Constantine. Et en avril 1955, j'étais encore en Algérie. Un peu plus petit, hein, évidemment. Et avec des souvenirs. Il y a un souvenir qui me reste et qui m'a aidé dans ma réflexion. La loi sur l'état d'urgence a été votée le 3 avril 1955 à Paris. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que cette loi de 1955 n'a servi à rien. Ça a l'air d'être un rappel historique peut-être superflu, mais quand même, on est obligé, si on veut faire de la politique ou du droit, nécessairement passer par l'histoire, sinon ça n'a aucun sens. Voilà. Et moi je me souviens, et là c'est un vrai souvenir, que le 30 avril 1955, il y a eu, notamment à Constantine, mais bien ailleurs en Algérie, de multiples attentats et des morts. Et c'était 25 jours, 28 jours, après la loi du 3 avril 1955. Et sans aller jusqu'à quelques jours après le vote de la loi, tout le monde sait bien que la guerre d'Algérie qui avait débuté le 1er novembre 1954 n'a fait que croître, et que les attentats, dans les mois qui ont suivi, et notamment pour ceux qui connaissent un petit peu, notamment les massacres du 20 août 1955 à Philippeville, ont eu lieu quasiment dans la foulée du vote de cette loi sur l'état d'urgence. Et on a un peu oublié aussi que non seulement ça avait été un échec patent, ça n'avait rien changé à ce qui était l'évolution inéluctable de cette guerre d'Algérie, mais qu'en plus, elle n'a fait qu'accentuer les problèmes. Puisque ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'il y a dans l'état d'urgence, dans la loi sur l'état d'urgence, c'est-à-dire la possibilité d'assigner à résidence, la possibilité d'interdire à des gens d'aller dans tel ou tel endroit, la possibilité de faire des perquisitions partout, la possibilité d'interdire les journaux, de censurer la presse, etc., etc. Tout ça a été appliqué à grande échelle à l'époque en Algérie, qui évidemment était très loin de Paris et de la France, et même des journaux un peu libres, ce qui n'était évidemment pas le cas de l'Algérie de l'époque, ou à la dose infinitésimale. Voilà. Et donc, on peut dire que l'état d'urgence, comme d'autres mesures, mais l'état d'urgence a jeté dans les bras du FLN une masse d'Algériens qui étaient relativement indifférentes à ce qui se passait, ou qui se posaient des questions, et qui ne savaient même pas ce que c'était que le FLN d'ailleurs. Enfin, je ne veux pas faire un cours d'histoire, mais à force d'emprisonner les gens, parce qu'il y a eu ça aussi, mais il y a eu aussi, on a commencé à construire des camps. Hein, c'était pas simplement une assignation à résidence. On a interdit de territoire un certain nombre de gens, mais on a aussi créé des endroits où on a commencé à parquer les Algériens. Et c'est ça qui, dans un premier temps, dans cette année 1955, a servi, alors vraiment, de catalyseur pour la guerre d'Algérie, et qui a entraîné toutes les conséquences que l'on connaît. Voilà. Donc, je voudrais simplement rappeler ça pour dire que cette loi de 1955, il faut se rappeler ce que c'était, et qu'elle est loin d'avoir eu la moindre vertu pour résoudre le moindre problème.
période-là, que ce soit en 1955 ou avec des épisodes un peu plus récents que je ne rappellerai pas, mais voilà, à l'époque du gouvernement de Villepin, je ne pense pas, pour ceux qui ont des souvenirs plus récents, que ça ait pu aider à résoudre en quoi que ce soit la crise des banlieues. Donc on revient aujourd'hui avec une loi très ancienne, qui sent la poudre, qui sent mauvais, qui vraiment a des relents antidémocratiques manifestes. Et c'est cette loi, précisément, qu'on essaye de mettre au goût du jour, en nous disant dans un premier temps, écoutez, ça va servir là à éteindre l'incendie, à éviter de nouveaux attentats. On peut rentrer dans les détails, voir exactement ce qu'il y a dans cette loi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement cette loi-là, mais la pérennisation de l'état d'urgence. C'est ça l'immense danger qui nous guette. Parce qu'effectivement, donc la loi a été votée tout de suite après les attentats du 13 novembre, elle a été encore prolongée, on y est encore jusqu'à la fin du mois de mai. Voilà. Et on peut imaginer, sans en être tout à fait certain, que à la fin du mois de mai, on va s'arrêter là. Mais rien n'est sûr. D'abord parce qu'il peut très bien y avoir d'autres attentats. On a un Premier ministre qui nous a dit, nous savons le cristal, qu'on allait avoir des attentats de masse un peu partout en Europe, donc évidemment en France. Donc on peut imaginer qu'un gros attentat qui surviendrait dans les mois qui viennent entraînerait un renouvellement de la loi sur l'état d'urgence. Le plus dangereux, en fait, c'est que, on constitutionnalise l'état d'urgence, en espérant que finalement cette inscription dans la Constitution va permettre d'éviter tous les recours possibles imaginables et va permettre finalement de donner une sorte de légitimité à toutes les mesures qui pourraient être prises par le législateur ou par le gouvernement par décret en application d'une nouvelle loi sur l'état d'urgence. Et surtout, on a actuellement au vote à l'Assemblée nationale et très bientôt au Sénat une énième loi sur la lutte contre le terrorisme qui réforme en même temps le droit pénal et le code de procédure pénale. Et c'est là qu'est le danger. Donc un double danger. Un, on est dans la Constitution, et deux, on vote une loi qui finalement va, dans les années qui viennent, permettre au pouvoir politique, au pouvoir exécutif, d'accaparer un certain nombre de droits qui, jusqu'à présent, ne pouvaient exister que dans des cas extrêmement graves, l'état d'urgence ou, pire, l'article 16. Et on bouleverse complètement l'équilibre des pouvoirs. On pourrait détailler l'ensemble de ces mesures, mais il y en a une qui me touche plus particulièrement, c'est que dans cette loi qui est en ce moment à la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a déjà été discutée à 3 reprises et qui revient demain, si nous suivons son vote, on réintroduit une sorte de garde à vue qu'on pensait avoir jeté aux oubliettes. C'est-à-dire qu'on s'est battu, tu t'es battu, je me suis battu en tant que magistrat pour que la loi sur la garde à vue en France change. Pour qu'on ait un avocat qui joue réellement son rôle. Moi, je me souviens de débats où il y avait des foules considérables dans les années 90, 2000, surtout entre, il faut bien le dire, 2006 et 2012, à une époque où la garde à vue avait subi des hausses vertigineuses, où on avait à peu près tous une chance de se retrouver en garde à vue, et il n'y avait pas d'avocat, ou très peu, en tout cas, je ne veux pas savoir. Donc on s'est battu, et finalement, le gouvernement de l'époque, contraint et forcé, a été obligé de voter une loi, parce qu'un petit peu aussi l'Europe lui demandait, l'exigeait même. Et donc, depuis 2011, je parle sous le contrôle d'un avocat, et on avait, dès la première heure, un avocat qui venait effectivement assister une personne en garde à vue. Voilà. Donc on s'était dit, voilà, ça fait 5 ans que ça existe, c'est bon.
Mais le problème, c'est que cette garde à vue à la française, qu'on croyait périmée, elle est sortie par la porte, mais elle revient par la fenêtre. Et là, on a une mesure de 4 heures, pendant laquelle il n'y a évidemment pas d'avocat, et pendant laquelle vous allez pouvoir, si vous êtes vaguement soupçonné peut-être d'avoir des pensées ou des arrière-pensées terroristes, évidemment c'est ce qui sur le visage, c'est évident, et bien on va pouvoir vous garder pendant 4 heures en garde à vue. Enfin en garde à vue, pardon, en retenue. Voilà, évidemment c'est pas une garde à vue. Mais comment vous dire, pour terminer, parce que je ne voudrais pas accaparer tout longtemps le micro, l'histoire de la démocratie, des dictatures et du totalitarisme. C'est quoi? C'est à chaque fois un lent grignotage des libertés. Moi j'ai écrit un bouquin sur la torture il y a quelques années, un bouquin de Chilo, pas grave, et donc j'analysais l'histoire, là encore. Et j'essayais d'analyser les raisons de l'accroissement de la torture, puisqu'aujourd'hui on torture dans à peu près la moitié des pays du monde. Vous savez. Et je m'intéressais au droit romain. Alors, on part de plus en plus loin, rassurez-vous, on va revenir aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Au début, on ne torturait que les esclaves. Parce que les esclaves, évidemment, c'était tout juste des êtres humains, c'était pas trop grave. Et puis, ensuite, on a commencé à torturer les gens les moins riches. Ça portait un nom latin, je ne voulais pas. Et puis, ensuite, petit à petit, de loi après loi, on a fini par étendre la torture à tout le monde. D'abord, à un certain nombre de crimes absolument abominables, des crimes de lèse-majesté, si on peut dire, à l'époque. Et puis ensuite, on a étendu ça aux crimes, et puis ordinaires, et puis au vol, et puis à n'importe quoi. Et à la fin de l'Empire romain, la chute de l'Empire romain, comme disait quelqu'un de célèbre, la torture était appliquée à tout le monde. Ça a pris du temps. Ça a pris presque 2 siècles. Mais à la fin, on y est arrivé. Et la torture était un mode ordinaire d'exercice de la justice pénale. Et d'ailleurs, la chute de l'Empire romain a entraîné la chute de la torture, c'est au moins quelque chose de... Et puis ensuite, quand on a essayé au XIIe, XIIIe siècle, quand on a découvert des vieux manuscrits de l'époque romaine, un certain nombre de juristes ont dit « mais c'était formidable à l'époque, on est content de torturer, on va faire comme eux ». C'était la renaissance de la romanité, c'est un peu ça aussi. Voilà. Et donc c'est parti pour notre siècle. Cette étude, cette recherche, cette histoire m'a profondément marqué. Et elle correspond à ce que tous les analystes de sciences politiques savent. C'est-à-dire que les dictatures arrivent parfois, comme ça, brusquement, du jour au lendemain. Mais le plus souvent, elles arrivent lentement. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Nous sommes en train de fournir aux dictateurs de demain, ou aux régimes autoritaires de demain, peu importe comment on les appellera, toutes les armes, tous les outils dont ils auront besoin le jour J. Et on est en train de nous habituer lentement, loi après loi, à passer dans un régime, évidemment on est toujours dans l'état de droit, dit-on, mais qu'est-ce que c'est l'état de droit? On n'y est plus. Moi j'avais appelé ça un jour, on est dans l'état limite. Vous savez, cette notion de psychiatrie qui s'applique à un certain nombre de situations qui sont à cheval entre le normal et le pathologique. Et petit à petit, finalement, on évolue vers le pathologique. On n'est plus dans l'état de droit. Et moi, je finis par me lasser, peut-être aussi comme Nicole, c'est que avant, tous les 2 ans, on avait une loi antiterroriste. Et moi, à chaque fois, je m'époumonnais avec les droits de l'homme, avec le PC, avec alors, autrefois le Parti Socialiste, mais ça remonte à la lumière. Oui, une autre génération, un autre siècle. On s'est promené en disant, bon bah écoutez, voilà, il y a quand même la République, il y a le droit, il y a des principes, il y a des déclarations universelles, il y a la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a nos droits à nous, enfin voilà. Donc c'était tous les 2 ans. Mais là, depuis que la gauche est arrivée, ça s'est terriblement accéléré. Terriblement accéléré. Et la dernière date d'il y a 1 an.
les décrets d'application n'ont même pas le temps d'être... l'écriture est encore toute chaude, qu'on commence déjà à faire des rapports pour la prochaine loi antiterroriste. Il est bien évident qu'on va voter celle-là, peut-être ça sera fini au mois de mai, mais alors je suis prêt à ouvrir tous les paris, même une boîte de nanan, je crois que on aura une autre loi antiterroriste avant la fin de l'année. C'est absolument évident. Et voilà comment, lentement, mais sûrement, on quitte la démocratie, on quitte l'état de droit, et petit à petit, finalement, on ouvre la porte à toutes les dérives autoritaires possibles et imaginables. Et pour moi, hélas, c'est quasiment une certitude. Je ne veux pas jouer les Cassandres, mais compte tenu des dérives perpétuelles auxquelles on assiste tous les jours, en France, en Europe et dans le monde entier, cette dérive-là me paraît inéluctable. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas toujours très nombreux à se mobiliser, à protester, à manifester quand on a encore le droit. Je pense que même si on est réduit qu'à une poignée de résistants à tout ça, il faut continuer, même si on est totalement minoritaire, on sait qu'on a raison, on sait que nos idées sont les bonnes, on sait qu'on défend la démocratie. Voilà. Et donc, merci d'être là.